Salut les zèbres! J'ai décidé de reprendre tous les commentaires des vidéos que j'ai déjà pu réaliser afin d'en extraire des questions, puisque j'ai des commentaires avec des questions qui reviennent en fait, et je me suis dit que si ça revenait, c'est que il y avait un intérêt à traiter le sujet comme une question dans une vidéo. Je vais traiter la thématique de mon enfance de zèbre. Alors évidemment, je ne savais pas quand j'étais enfant que j'avais un fonctionnement atypique, puisque je l'ai découvert il y a très peu de temps, en fait, il y a 1 an et demi. Mais c'est vrai que plusieurs personnes, dans leurs commentaires, m'ont posé la question, qu'est-ce qui aurait pu, dans mon enfance, me faire penser que j'avais un fonctionnement de zèbre? Est-ce qu'avec le recul, il y avait des signes qui auraient pu interpeller mais qui n'ont pas été repérés? J'avais aussi parlé de Monique de Kermadec, de mon entretien avec Monique de Kermadec, qui accompagne des adultes principalement zèbres. En l'occurrence, elle m'a posé des questions sur mon enfance. Elle m'a rappelé qu'un adulte zèbre avait été un enfant zèbre, puisqu'on l'est depuis sa naissance, que c'est un fonctionnement inné. Et donc, elle m'a posé des questions sur mon enfance, s'il y avait des choses caractéristiques, si j'aimais l'école ou non. Je vais vous répondre en fait on va dire en 2 grands points. D'abord de l'intérieur, c'est-à-dire de mon propre sentiment, mes souvenirs à moi, mon ressenti, avec du recul et en sachant que j'étais donc une enfant zèbre. Et puis les signes extérieurs, c'est-à-dire que mes parents auraient pu voir, ou ont pu déceler. Alors après, je n'ai aucun reproche à faire à mes parents, parce que c'est vrai que du coup, mon enfance, elle remonte quand même à plus de 30 ans, donc il n'y avait pas le même rapport ou la même connaissance de la précocité. Et puis, comme vous allez le voir, ça n'était pas des signes très intenses, en fait. Donc je peux comprendre qu'en tant que parent, ces signes n'ont pas été suffisants pour les alerter ou leur donner envie d'aller consulter quelqu'un ou de me faire passer un test. Monique de Kermadec m'a demandé, par exemple, si, en tant qu'enfant, j'avais aimé l'école, j'avais un bon souvenir de l'école. Je dois dire que non. Dans, on va dire, la période de scolarité petite enfance, j'ai pas un extra souvenir de l'école. Voilà, je pense pas que j'y allais avec beaucoup d'engouement, mais je pense pas que ça soit suffisant non plus pour se dire qu'on est un enfant zèbre. Moi, j'ai un souvenir de l'école assez, alors ça peut paraître très étrange, mais froid et humide. Voilà, si je dois donner un mot sur l'école, pour moi, l'école était humide. Donc, j'étais pas particulièrement confortable à l'école. Bon, alors, je suppose qu'il y a plein d'enfants ou plein d'adultes de ma génération qui ont le même souvenir d'école, peut-être parce que c'était lié au fait notamment que les toilettes étaient dans la cour. Donc la sensation de froid, elle était là. Mais voilà, moi j'ai un souvenir de bâtiments assez vétustes, pas confortables, pas chaleureux. Alors ça veut dire quand même que j'étais sensible à ces critères-là. Ça me semble logique aujourd'hui parce que je sais que je suis très sensible à la question de chaleur, que ce soit dans les relations humaines, mais aussi dans une pièce et au niveau physique, en fait. J'ai besoin d'avoir chaud, voilà, c'est comme ça. Mais ça veut dire aussi que ça a imprégné mes souvenirs, c'est-à-dire que ça a été suffisamment prépondérant pour que c'est ce souvenir-là que je garde de l'école. J'ai un seul souvenir, je pense que je devais être en maternelle, avant le CP en tout cas, c'est sûr. J'ai un souvenir d'être assise sur un paillasson et d'attendre que ma mère vienne me chercher. Donc je pense que ça devait être après l'école ou sur un temps de garderie, je sais pas trop. Mais le souvenir que j'en ai, c'est que je devais un petit peu m'ennuyer ou j'avais pas envie d'être avec le groupe et j'attendais qu'on vienne me chercher. Voilà, c'est assez flou, c'est pas très significatif. Encore une fois, j'imagine que beaucoup d'adultes ou beaucoup d'enfants partagent ce sentiment-là. Le collège a été compliqué pour moi parce que en 5e, j'ai eu de grosses difficultés. Ça a été consécutif à un déménagement, c'est-à-dire que ma 6e s'est très bien passée. Ma famille a déménagé en région parisienne. Je me suis retrouvée dans un collège, sans doute, en tout cas c'était l'explication à cette époque-là, d'un niveau plus important, un niveau supérieur. Et là, pour moi, ça a été la dégringolade. Avec du recul, je me dis que c'était pas anodin que c'était la 5e. Ce que j'ai vécu ressemble quand même beaucoup à un décrochage, puisque j'étais dans les meilleurs de ma classe en 6e et je me suis retrouvée avec des notes catastrophiques. J'ai pas redoublé pour autant ma 5e, mais j'ai vraiment un souvenir de difficulté, c'est-à-dire que là où ça fonctionnait en 6e, tout d'un coup, ça ne marchait plus en 5e. Et j'ai ce souvenir de me sentir complètement perdue, c'est-à-dire de me dire mais du coup comment il faut que je fasse, donc de plus avoir le mode d'emploi et d'être complètement aussi perdue dans la masse, c'est-à-dire que je devais être dans un collège assez conséquent et je me sentais complètement noyée dans la masse.
Je me rappelle pas de mes professeurs, donc je crois pas que j'avais des relations voilà, de proximité avec mes professeurs. Mon année de 5e, avec du recul, ça a été un déclic parce que voilà, je crois vraiment que j'ai fait un décrochage, que c'était pas anodin que ça soit en 5e et que finalement tout ça, ça a été mis sur le compte du déménagement, du niveau scolaire peut-être plus important, ce qui devait être le cas hein, du collège, mais malgré tout, je pense que c'était pas suffisant pour expliquer cette chute libre. C'est une année où j'ai beaucoup travaillé, notamment avec mon père sur les matières maths, des choses comme ça. Donc j'ai pas redoublé, donc je m'en suis sortie. Enfin, sortie, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, ça n'a pas été si cata, mais moi je l'ai très mal vécu. Et je me souviens pas particulièrement, même avec le fait que j'ai pas redoublé, avoir été en réussite. Donc il y a eu quand même quelque chose d'assez fort. On sait que les enfants, dans leur scolarité, c'est souvent au collège que se passe le décrochage. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent c'est en élémentaire, à partir du CP ou même avant que se font les sauts de classe. D'ailleurs, si vous êtes parents, c'est ce que je vous préconise parce que c'est beaucoup plus simple qu'avoir un saut de classe en 5e. Et quand ça n'a pas été le cas, ou quand il y a des difficultés scolaires, elles arrivent en collège parce que on demande par exemple à un enfant de développer son raisonnement mathématique, là où avant la solution elle arrivait un peu comme si elle arrivait toute seule et ça passait. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui expliquent le décrochage. Et puis en 3e, on est revenu, on a redéménagé en province, donc j'ai réintégré le collège dans lequel j'avais fait ma 6e, et ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il y avait vraiment aussi une question de niveau, parce que là, j'avais clairement de l'avance. Sur les éléments, on va dire, extérieurs, ma mère me disait souvent, donc il y a des phrases comme ça que les parents nous disent, qui sont récurrentes et qui restent. Donc moi, la phrase, c'était Cécile, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Avec du recul, cette phrase, elle me fait sourire parce qu'elle correspond complètement à mon fonctionnement et à un fonctionnement de zèbre. Mais à ce moment-là, je la comprenais pas très bien, cette phrase, je crois. Et en tout cas, je sentais dans l'intention de ma mère que c'était négatif, que en gros... je me compliquais la vie, que je cherchais à faire compliqué, que j'allais jamais dans la simplicité, mais le constat, je pouvais l'admettre ou le recevoir, puisque quand on est enfant, on reçoit quand même ce que nous disent des parents comme, on va dire, des vérités. Donc je le reniais pas, mais pour autant, j'avais pas le mode d'emploi de faire simple. Donc ça me laissait dans une frustration de « Ok, mais je fais comment pour faire autrement ?» Sur des éléments extérieurs, sur d'autres éléments extérieurs, je peux dire que j'étais une enfant assez rebelle, donc sans doute assez compliquée justement à éduquer. Je me rappelle beaucoup questionner le sens. Donc j'avais beaucoup de questions qui étaient basées sur le pourquoi, j'avais envie de comprendre beaucoup de choses et je questionnais beaucoup le sens. Je pouvais admettre qu'on m'impose quelque chose si ça avait du sens, donc je questionnais le sens et ça c'est très typique d'un fonctionnement de zèbre parce que c'est ce qui va nous causer aussi des soucis avec l'autorité. C'est pas dans le but de défier l'autorité, c'est pas dans le but d'être en rébellion pour la rébellion. C'est vraiment, ok, on me dit ça, mais c'est quoi le sens? Je veux comprendre. Je pense que ce qui est typique, c'est que ça arrive très tôt. Donc, je veux dire, c'est les premiers âges de la vie. Moi, je l'ai vu chez mes enfants, 2, 3 ans, et c'est ce jeune âge qui peut être interpellant, atypique. Pour mes parents, ça ne leur a pas permis d'être alertés parce que quand on est soi-même parent HPI, on voit ses enfants HPI, zèbres, normaux. Et puis il y a des degrés aussi dans le fonctionnement zèbre. Il n'y a pas un fonctionnement zèbre, il y a une sorte d'échelle. Il y a des très hauts potentiels intellectuels, il y en a des qui sont plutôt dans la fourchette basse. Alors j'aime pas trop ce mot de basse et haute, mais je veux dire... moi, je me situe pas dans l'échelle très très haute, donc je veux dire, j'ai un fonctionnement atypique, mais pas à un point qui est révélateur. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des caractères, il y a des personnalités, il y a des fonctionnements plus intenses en mode qui donc sont plus révélateurs ou identifiables. Ça accumulé à des parents atypiques, je peux comprendre qu'ils aient pas particulièrement vu mon côté atypique. Autre élément extérieur qui aurait pu, enfin avec du recul, mais c'est vraiment des petits détails. Donc j'étais très attirée toujours par des personnes plus âgées que moi. C'est-à-dire que finalement, même en tant qu'enfant, j'aimais bien la compagnie des adultes. Et ça s'est révélé toute ma vie, en fait, même dans mes expériences professionnelles. J'étais amie
avec des personnes beaucoup, beaucoup plus âgées que moi. Je recherchais leur compagnie et je l'appréciais. Je l'apprécie toujours. Et ça, c'est lié au fait que des personnes plus âgées que nous, elles ont de l'expérience, elles ont de la connaissance. Et ça, c'est extraordinaire quand on a soif de connaissances et d'expérience parce que finalement, il y a une transmission qui peut se faire et qu'on va chercher. Autre élément extérieur qui aurait pu, ou intérieur, je ne sais pas trop où le classer celui-là, c'est que je me suis rendu compte, enfin je m'étais déjà rendu compte de ça, mais évidemment ça m'apparaît encore plus clairement avec la connaissance de mon profil zèbre, que j'ai développé dans certains contextes des stratégies. L'exemple le plus significatif, c'est les stratégies que j'ai développées dans mes études. Donc moi j'ai fait des études supérieures, c'était pas ma volonté mais la vie a fait que, et j'ai très vite fait un calcul du minimum d'effort pour le maximum d'impact. J'ai essayé de comprendre comment le système fonctionnait et à partir de là, j'ai essayé de donner au système ce qu'il attendait de moi pour que mes études se passent le plus vite possible avec le moins d'encombre. Quand on fait des études supérieures, donc moi j'ai fait 5 ans d'études supérieures, c'était pas mon choix encore une fois, donc c'est très long quand on a hâte d'être en situation concrète d'emploi. Et là, je me disais, il faut que je le fasse tout chousse. Et donc, le système que j'ai analysé, c'était un système qui me semblait assez simple à percevoir et qui est déjà vrai au collège, au lycée, c'est que on a affaire à des humains, c'est des humains qui nous corrigent, qui nous évaluent. Ces humains ne peuvent pas être complètement objectifs. On connaît ce que cette personne peut attendre de nous, ses courants de pensée. Par exemple, moi j'ai fait des études en économie, en droit, et il y a des courants. On peut adhérer au courant keynésien, on peut adhérer, enfin voilà, on a des convictions, enfin les professeurs ont des convictions et très rapidement, au travers des cours en amphi, on peut percevoir les convictions, enfin on peut sentir les convictions de son professeur, que ça soit en droit, en sociologie, en économie. Et donc ma stratégie, elle a toujours été de donner à voir et de donner ce qui était attendu pour avoir un bon résultat. Alors on peut appeler ça d'être lèche-botte, de la manipulation, c'en est certainement. À ce moment-là, moi j'en avais un peu rien à faire puisque la stratégie, bon, elle ne nuisait à personne, c'est-à-dire que je ne faisais de mal à personne, donc la manipulation pour moi, elle est négative quand elle a une intention de nuire à autrui. Moi, je ne nuisais à personne, donc c'est de la manipulation, on va dire, gentille. J'ai toujours essayé de trouver un équilibre entre, évidemment, paraître quelque chose ou quelqu'un d'appréciable, tout en ne renonçant pas à la personne que j'étais vraiment. Parce que c'est là où le danger peut arriver, parce que c'est une forme de faux self en fait, de masque social, et c'est quand le faux self prend le dessus de manière définitive et finalement ne reflète pas la personne qu'on est réellement. J'avais conscience en fait de ce jeu, donc je le jouais dans le contexte de l'école, ce qui ne m'empêchait pas, je savais que j'étais la personne que j'étais en dehors, enfin voilà, j'étais dans cet équilibre-là. Je peux avoir des stratégies de relations sociales, des stratégies, voilà, un peu sur le même ordre d'idées en fait. Comment fonctionne le système, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que cette personne attend de moi, et je m'y adapte ou je donne ce qui est attendu. Voilà pour les signes intérieurs et extérieurs qui auraient pu me mettre sur la voie, ou en tout cas que j'ai revisité à l'éclairage de la révélation de mon fonctionnement de zèbre. Et encore une fois, je pense que c'est très compliqué de dresser le portrait d'un zèbre. Je pense qu'il y a en effet des constantes ou des choses qui reviennent de manière similaire d'un zèbre à un autre, mais après je crois qu'il y a autant de portraits de zèbres que de zèbres, puisque la personnalité qui se met par-dessus, l'histoire, l'expérience, enfin, les racines, ce qu'on a reçu comme éducation. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est vraiment significatif, si vous vous posez la question, c'est l'intensité.
c'est, ok, il y a de la sensibilité, mais là, on parle pas de sensibilité, on parle d'hypersensibilité. C'est, ok, tous les enfants posent des questions, mais là, c'est beaucoup de questions, et des questions très profondes. Enfin, voilà, c'est encore une fois le degré d'intensité, le degré de complexité, qui est, je crois, très très significatif et très important. Peut-être que ça fait émerger pour vous-même des souvenirs liés à votre enfance, liés à la façon dont vous ressentiez, dont vous perceviez ou dont vous étiez perçu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où je continuerai à répondre à des questions comme ça qui sont revenues de manière récurrente.